Personne ne peut vraiment expliquer ce qui se trouve au fond de la mer Baltique. Et plus les chercheurs étudient cette chose, moins elle a de sens. C'est une immense structure circulaire, longue de 60 mètres, reposant sur le fond marin à environ 90 mètres de profondeur. Lorsque des chasseurs de trésors suédois l'ont découverte en 2011, tout le monde a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sorte de formation géologique, quelque chose de naturel comme un rocher. Elle a une apparence étrange sur le sonar et a attiré l'attention des gens pendant des années. Le plongeur suédois Dennis Östberg fait partie des rares personnes à s'être réellement approché de l'objet. Sa description est difficile à écarter. La structure ne repose pas réellement sur le fond marin, mais en est complètement détachée. De plus, la géométrie n'est pas habituelle pour quelque chose de naturel, avec des angles droits et des parois droites. C'est une surface dure qui ne correspond pas à l'environnement. Bien sûr, des échantillons ont été analysés en laboratoire. Des composants métalliques mélangés au basalte ont été découverts, et cette combinaison n'a rien d'habituel. Cela ne devrait pas être là. De plus, on remarque d'étranges dysfonctionnements dans cette zone. Des pannes de GPS, des caméras qui s'éteignent ou des interférences électromagnétiques surviennent à l'approche de l'objet. Et ce n'est vraiment pas tout. Même l'eau autour de cette structure se comporte de manière très différente, atteignant presque 0 degré Celsius. Bien plus froide que la mer environnante. Le vide circulaire à côté est décrit par les chercheurs comme repoussant les sédiments puis les aspirant à intervalles réguliers. C'est un peu comme une respiration. Le plongeur professionnel qui l'a examiné pendant des années, Östberg, a également une histoire étrange à part. Il a affirmé avoir vu un bateau en forme de cigare à côté d'une installation suédoise de plutonium. Bon, cela ressemble à une théorie du complot, mais en ce qui concerne l'objet mystérieux de la Baltique, il semble que ce soit bien documenté, avec cohérence et de nombreux détails. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a identifié ce que c'est. Aucune des organisations scientifiques officielles n'a décidé d'intervenir et de mener une véritable enquête approfondie. Il attend simplement là, à 90 mètres de profondeur, dans le silence. La mer Baltique est bien connue comme route commerciale. De nombreuses épaves, des cargaisons perdues, et ainsi de suite, attendent d'être découvertes. Mais cette chose ne ressemble à rien dont nous connaissons le nom. N'est-ce pas un peu inquiétant? La masse terrestre préhistorique du Doggerland n'était pas une étendue vide et désolée pendant la dernière ère glaciaire, comme les scientifiques le croyaient. Elle était vivante, pleine d'arbres, d'animaux, et peut-être même de gens. Et puis la mer du Nord a tout englouti, comme si rien n'avait jamais existé. Alors non, le Doggerland n'était pas un immense chenil géant pour chiens, même si ça aurait été cool. C'était une vaste étendue de terre qui reliait autrefois la Grande-Bretagne au continent européen. On aurait pu le traverser à pied depuis l'Angleterre actuelle jusqu'aux Pays-Bas sans voir la moindre étendue d'eau. Des rivières le sillonnaient, des animaux y migraient. Et les premiers humains suivaient probablement ces mêmes routes, chassant, cueillant et bâtissant leur vie sur cette terre. Puis, les glaciers ont fondu et le niveau de la mer a commencé à monter. Le Doggerland se noyait lentement. Les terres sont devenues des marécages et les marécages se sont morcelés en îles. Les îles rétrécissaient d'année en année, les sentiers forestiers se transformaient en marais, les rivières s'élargissaient en chenaux et finalement, il y a entre 10 000 et 7 000 ans, la mer a achevé le travail. Mais aujourd'hui, les scientifiques ont mis au jour les preuves d'un écosystème forestier complet qui existait ici il y a plus de 16 000 ans. Des milliers d'années plus tôt qu'on ne le pensait. Ils ont utilisé l'analyse d'ADN ancien sédimentaire pour le découvrir. Tout être vivant laisse derrière lui d'infimes traces de lui-même, des fragments microscopiques d'ADN. Et ces fragments peuvent se retrouver piégés dans la boue et le sable pendant des milliers d'années. Les couches s'accumulent et ces fragments restent là, comme des empreintes pressées dans du ciment frais. Les scientifiques forts extraient ces couches et les lisent comme une chronologie. En analysant l'ADN ancien sédimentaire de 252 échantillons, issus de 41 carottes de sédiments marins, ils ont trouvé des traces de chênes, d'ormes, de noisetiers, de vraies espèces de forêts tempérées. Et elles ne faisaient pas que survivre, elles prospéraient il y a plus de 16 000 ans.
C'est en plein cœur de la dernière ère glaciaire, une époque qu'on a toujours imaginée brutale et sans vie, surtout en Europe du Nord. Mais au lieu d'un désert gelé, il semble que cette zone était une poche de vie cachée, et ce n'était pas juste une éclosion temporaire de vie après la glace, mais un écosystème profondément enraciné. Il était assez stable pour soutenir de grands arbres au système racinaire massif. Ça n'arrive pas sans un sol qui tient, sans des saisons, des cycles de croissance et assez d'équilibre pour que la vie s'installe et perdure. Parmi tout cet ADN, les scientifiques ont trouvé des traces d'un arbre appelé Pterocarya, un cousin éloigné des noyers actuels. Le plus étrange, c'est que les chercheurs pensaient qu'il avait disparu de cette région il y a environ 400 000 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, il a tenu bon ici. Et ce détail change notre compréhension de l'extinction. Ça pourrait signifier que les espèces ne disparaissent pas toujours complètement. Parfois, elles se replient et survivent dans de petites poches. On ne les a juste pas encore découvertes. Tout cela signifie que des parties du Doggerland sont probablement restées émergées lors d'événements majeurs d'inondation, comme le tsunami de Storegga il y a environ 8150 ans. Ça veut dire que cette terre n'a pas simplement disparu, elle a résisté. Elle s'est fragmentée lentement, tenant bon par morceaux avant de disparaître définitivement. Mais en fait, tout ça existe encore, ce n'est plus vivant ni visible. Mais c'est préservé sous des couches de fond marin et des kilomètres d'eau de mer. Des navires passent au-dessus chaque jour, des vagues le balaient. Si on pouvait vider la mer du Nord un instant, on verrait ces anciens lits de rivières creusés dans la terre, des couches de sol et peut-être même des racines préservées là où des arbres se dressaient autrefois. Autre détail fascinant, les scientifiques pensent que le Doggerland pourrait expliquer pourquoi les traces des premiers humains en Grande-Bretagne semblent si dispersées. Si des gens y vivaient, et c'est très probable, alors quand la mer a englouti la terre, elle a englouti leur histoire avec. Campements, outils, sentiers, des communautés entières, tout a disparu. Le Doggerland n'est pas une anomalie isolée, alors passons à l'extrême opposé. L'Antarctique, avec ses glaces infinies, ses vents brutaux et des températures qui ne pardonnent rien. On le regarde et on se dit que rien ne survit ici. Mais des scientifiques l'ont parcouru et ont prouvé que cette idée était complètement fausse. Entre 2019 et début 2020, une équipe a traversé une zone reculée de l'Antarctique. Leurs instruments ont détecté quelque chose d'étrange sous leurs pieds. Pas de la glace solide comme prévu, mais quelque chose de plus mou. Alors, ils ont foré, couche après couche, jusqu'à environ 12 mètres de profondeur. Et là, ils ont trouvé l'impossible, de l'eau liquide. C'était un lac caché sous la glace, dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Ils ont analysé l'eau pour comprendre d'où elle venait. Parce qu'ici, il neige très peu. Le vent arrache l'humidité. Le soleil évapore le peu qui reste. Alors, comment un lac survit-il ici? La réponse, c'est la chimie. D'infimes traces de matériaux dissous dans l'eau ont aidé les scientifiques à trouver une source cachée. Il s'est avéré qu'un glacier voisin alimente le lac par des canaux souterrains que personne ne soupçonnait. Et en regardant de plus près, ils ont trouvé des tapis microbiens, des tapis vivants faits d'organismes microscopiques dans cet environnement sombre et scellé. Certains s'étalent à plat sur le fond du lac, comme des tapis. D'autres poussent vers le haut en forme hérissée, atteignant près de 40 cm de haut. Plus de 30 cm de vie qui poussent dans l'obscurité totale, sous une épaisse couche de glace, complètement coupée du monde extérieur. Et cette vie ne fait pas que exister, elle s'organise et évolue avec le temps. C'est structuré comme un sous-bois miniature, juste sous une forme totalement inhabituelle. Une autre découverte en Antarctique qui a stupéfié les scientifiques, ce sont des bulles. Des bulles trouvées dans ce qui pourrait être la plus ancienne glace jamais remontée à la surface, vieille de près d'1 200 000 ans. Avant ça, les chercheurs ne pouvaient retracer l'histoire climatique de la Terre que sur environ 800 000 ans. C'était déjà ancien, mais il manquait encore un énorme pan de l'histoire de notre planète. Alors les scientifiques sont partis chercher la bonne glace pour combler les lacunes. Certaines parties de l'Antarctique contiennent de la glace qui pourrait avoir 3, voire 4 millions d'années.
mais elle est désordonnée et incomplète. Il leur fallait une chronologie propre, couche après couche, année après année. Ils ont donc passé des années à chercher l'endroit parfait, scrutant le continent gelé comme des détectives à la recherche d'une archive enfouie. Et quand ils ont enfin foré au bon endroit, ils ont trouvé quelque chose de spécial. Des carottes de glace cristalline, empilées comme une chronologie gelée, avec de minuscules bulles à l'intérieur. Chacune contenait un échantillon microscopique d'air ancien, isolé du monde depuis des centaines de milliers d'années, parfois plus d'1 million d'années. En étudiant ces bulles, les scientifiques peuvent reconstituer à quoi ressemblait l'atmosphère, quels gaz remplissaient le ciel, combien de dioxyde de carbone circulait, et comment le climat de la planète a évolué au fil du temps. Un moment observé dans cette glace se distingue plus que les autres. La période autour de 900 000 ans. Cette époque pourrait être l'une des plus grandes crises que notre espèce ait jamais affrontées. Selon les études génétiques, la population humaine serait tombée à environ 1300 individus dans le monde entier. Personne ne sait exactement ce qui l'a provoqué, mais le climat est l'un des principaux suspects. Des bouleversements environnementaux massifs, des températures changeantes, des écosystèmes instables, tout a pu se retourner contre les premiers humains en même temps. Et ces bulles pourraient contenir des indices sur le monde que ces rares survivants ont dû endurer. Alors, quand les scientifiques regardent à l'intérieur de l'une de ces bulles anciennes, ils retracent la survie. Ils se demandent comment une poignée d'humains a traversé l'un des chapitres les plus difficiles de l'histoire de la Terre, et ce que ça pourrait signifier pour nous aujourd'hui. Et quand les scientifiques ont scanné l'Antarctique depuis l'espace, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus difficile à concevoir. Sous plus de 1800 mètres de glace, ils ont détecté un paysage ancien. Pas des formes vagues, mais un vrai relief, avec des vallées creusées par des rivières et des terres découpées en blocs par des forces tectoniques il y a des millions d'années. Un endroit où l'eau coulait autrefois librement en surface. Ce paysage remonte à environ 34 millions d'années, à une époque où l'Antarctique n'était pas encore entièrement gelée. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette région, la glace ne l'a pas broyée. Elle s'est simplement posée dessus, figée sur place, et l'a préservée comme une capsule temporelle. Les scientifiques l'ont décrit comme un fantôme, parce qu'il ne devrait plus exister. La plupart des paysages sont remodelés, effacés, recyclés par la Terre au fil du temps. Mais celui-ci est simplement resté. Quand on relit tout ça, on voit que la Terre ne change pas lentement et de façon prévisible. Elle cache des choses, des écosystèmes entiers, des histoires. On se promène en pensant connaître cette planète, mais sous nos pieds, sous les océans, la glace et les couches du temps, il y a des mondes entiers qu'on n'a même pas encore effleurés. Au large de la Croatie, des archéologues ont récemment mis au jour un spectacle incroyable. Une route en pierre parfaitement construite, encore intacte, enfouie sous de multiples couches de boue. Elle daterait de presque 7000 ans. Qui en est l'auteur? Dans quel but? Et où mène-t-elle exactement? Cette route aurait pu disparaître à jamais si le hasard n'avait pas joué son rôle. En 2021, des archéologues observaient des images satellites de l'île de Korčula, une petite île croate en mer Adriatique. Brusquement, ils remarquèrent d'étranges formes, des motifs partiellement visibles sous l'eau. Poussés par la curiosité, ils plongèrent pour examiner de plus près et découvrirent quelque chose d'inouï. Une colonie néolithique submergée, le village de Solin. Mais ce village ancien n'était que le commencement. En 2023, en explorant plus avant le site, les archéologues mirent au jour quelque chose d'encore plus impressionnant. Une route en pierre parfaitement conservée, enfouie sous des strates de boue marine. Elle avait des milliers d'années. Large de seulement 4 mètres, elle est posée avec soin, pierre après pierre, vestige d'un monde oublié, s'étendant sur le fond marin. Ce ne pouvait être le fruit du hasard. Les pierres étaient trop finement façonnées, trop soigneusement disposées. Et, d'une manière ou d'une autre, au fil de 7000 ans de tempêtes et de marées, tant le village que la route ont résisté. Un scientifique affirma qu'il s'agissait d'un miracle. Les îles entourant Korčula avaient protégé la côte des vagues géantes, préservant ainsi ses vestiges de la destruction. Ils ont également mis au jour d'autres éléments, des fragments de céramique et des couteaux en silex, de discrètes traces des habitants d'antan. Mais qui étaient-ils exactement?
la mystérieuse route remonte profondément dans l'âge de pierre. Une civilisation ancienne, la culture de Var, vivait non loin sur l'île du même nom. Toutefois, ses habitants s'étendaient également le long de la côte orientale de l'Adriatique et édifièrent le village de Soline, juste au large de Korčula. La route reliait ce village à l'île principale. Si vous posiez le pied aujourd'hui sur Var, vous découvririez une île fascinante, parsemée de pins, de champs de lavande et de vignobles inondés de lumière. Mais vous pénétreriez aussi dans une mosaïque vivante, tissée au fil de 7000 années d'histoire. Les hommes et femmes du Néolithique occupaient ces lieux vers 4900 avant notre ère, bien avant l'essor des cités, avant les pyramides d'Égypte, et même avant que l'histoire ait connu ses premiers souverains. Ces populations trouvaient refuge dans les grottes de l'île. Dans des sites tels que la grotte de Grabcheva et celle de Markova, ils fabriquaient une poterie délicate et ornée, parmi les plus anciennes d'Europe. Ce village ancien bourdonnait autrefois de vie, perché près de plages balayées aujourd'hui uniquement par les vagues. Ceux qui l'avaient construit marchaient pieds nus sur ces pierres, transportant des paniers de grains, des outils et des pots de terre cuite remplis d'eau ou d'huile d'olive. Parmi ces fragments, les archéologues découvrirent un trésor étonnant. La plus ancienne représentation de bateaux connue en Europe. Même vers 3500 avant notre ère, les habitants de Var rêvaient déjà de voyages au-delà de l'horizon. Et bien que les agriculteurs néolithiques de la culture de Var ne disposassent pas d'une technologie avancée, ils avaient déjà su maîtriser la terre. Ils élevèrent des tombes mégalithiques, dressaient des cercles de pierre dans la baie de Gradina, et façonnaient des lames en silex complexes, ainsi que des haches de pierre. Pourquoi le village de Soline et la route se trouvent-ils désormais sous l'eau? Nous l'ignorons encore. Il est possible qu'un événement survenu autrefois en soit la cause. Quoi qu'il en soit, la route et Soline demeurent les seuls vestiges tangibles de cette époque. L'île de Var a toujours été un lieu fascinant. Son histoire, à la fois rude et magnifique, a été façonnée par les rébellions, les pirates et les envahisseurs successifs. Vers 385 avant notre ère, les Grecs traversèrent la mer et découvrirent cette île splendide. Une haute crête calcaire, des sources d'eau douce dissimulées et des plaines fertiles baignées par la brise marine. Il n'est guère surprenant qu'ils aient choisi de s'y établir. Ces Grecs provenaient de Paros, une île de la mer Égée. À leur arrivée sur Var, ils fondèrent une cité qu'ils nommèrent Pharos. Ils n'étaient pas d'une très grande originalité. Aujourd'hui, nous connaissons cette ville sous le nom de Stari Grad, ce qui signifie « vieille ville », et elle figure parmi les plus anciennes d'Europe. Ils apportèrent avec eux un savoir approfondi en agriculture, en navigation et en urbanisme, qui leur permit de réaliser un exploit. Diviser les terres en carrés géométriques parfaits, des parcelles ordonnées destinées aux vignobles, aux oliviers et aux cultures céréalières. Cet agencement harmonieux des terres agricoles est aujourd'hui désigné sous le nom de plaine de Stari Grad, et il a su demeurer si pur et intact, plus de 2000 ans après qu'il fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus tard vinrent les Romains, dont les villas et routes sillonnaient désormais les collines. Ensuite apparurent les Croates, dont les traditions des processions religieuses aux chants anciens et envoûtants de la Semaine Sainte ont traversé les siècles sans se perdre. Mais c'est sous les Vénitiens, vers le XVe siècle, que Var connut son véritable essor. À leur arrivée, ils firent de la ville de Var un port majeur, y érigèrent forteresses et arsenaux, construisirent cathédrales, théâtres et places qui structurèrent la cité. Ce fut l'âge d'or de la Renaissance, et Var donna au monde 3 figures majeures de la culture croate. Le premier, Petar Hektorović, immortalisa la vie des pêcheurs et l'esprit de la mer dans son épopée Pêche et conversation entre pêcheurs. Dans le château local de Tevrdalj, sa villa de pierre conserve encore son bassin à poissons secret. Le second personnage, Hannibal Lucic, écrivit Robinja, le premier drame laïque de la littérature croate. Enfin, Martin Benetović, peintre, musicien et dramaturge, marqua durablement l'âme de l'île. Dans le monastère franciscain au bord de la mer, une magnifique peinture s'étend sur tout un mur, la Seine. Ce n'est pas la célèbre toile de Léonard de Vinci, mais l'œuvre, attribuée à Matteo Ingoli, reprend le même thème et demeure également un chef-d'œuvre de la Renaissance.
À cette époque, Var devint un joyau de l'Empire vénitien, un bastion naval, et plus tard une scène où se distinguèrent les poètes de la Renaissance. Mais ce lieu n'a pas toujours connu la paix. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman vint s'avancer sur ses rivages. Leurs corsaires balayèrent la mer, cherchant à conquérir l'île. Les habitants de Var bâtirent alors des forteresses qui s'accrochent encore fièrement aux falaises, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Napoléon lui-même visita l'île. Cependant, rien de tout cela n'a pu étouffer l'esprit de Var. La vie revenait toujours dans les champs. La lavande fleurissait sur les terrasses, le romarin et les oliviers s'enchevêtrèrent sur les collines, et le vin coulait encore des vignobles plantés jadis par les Grecs. La culture persistait et s'épanouissait. Au XVIIe siècle, l'île créa quelque chose d'inouï. Le tout premier théâtre public d'Europe. Jusqu'alors, les théâtres étaient réservés aux rois et aux nobles. Ici, roturiers et aristocrates s'asseyaient côte à côte sous des arches de pierre finement sculptées, assistant à des pièces éclairées à la lueur des bougies. Les habitants fondèrent également la première association professionnelle européenne dédiée au tourisme. L'activité touristique prit son essor dès le XIXe siècle avec la création de l'association en matière d'hygiène de Var. Aujourd'hui, Var est connue comme l'île de la lavande et couronnée reine des îles dalmates. Sur la place Saint-Étienne, la cathédrale émerge majestueusement et son clocher, érigé à la Renaissance, servait autrefois à prévenir des raids ottomans. Dans le monastère bénédictin, invisible aux yeux de la plupart, les religieuses tisent de la dentelle en agave. Les fils, extraits des fibres de la plante, sont noués en motif d'une délicatesse extrême, chacun unique, chacun incarnant une prière capturée dans le tissu. Dominant la ville, on aperçoit encore les anciens canons pointés vers la mer, et en contrebas, l'éclat scintillant des îles Pakléni, tels de petits joyaux verts. L'île bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel, supérieur à presque tout autre lieu d'Europe. Et la riche histoire se manifeste dans chaque festival, dans la beauté des processions de la Semaine Sainte, et dans les anciens chants portés par la brise marine. Le niveau des mers. Le niveau des mers. Les glaciers fondent. Le niveau des mers monte presque partout sur Terre. Les plages rétrécissent et les côtes se préparent au pire. Mais pas au Groenland. Ironie du sort, l'immense calotte glaciaire capable d'inonder la planète pourrait aussi faire émerger certaines parties du Groenland hors de l'océan d'ici la fin du siècle. C'est quoi cette anomalie physique? La réponse commence avec le poids de la glace. Le Groenland est enseveli sous une glace ridicule. Elle couvre environ 80% de l'île et s'étend sur à peu près 1 700 000 km², soit environ 3 fois la taille du Texas. Par endroits, elle fait plus d'1,5 km d'épaisseur. Au plus profond, elle approche les 3 km. Si tout cela fondait, le niveau des mers grimperait d'environ 7 mètres. Des villes côtières comme Miami Beach ne ressembleraient plus à des stations balnéaires, mais à des attractions touristiques pour plongeurs. Et sous toute cette glace, il y a en fait de la terre. Le Groenland n'est pas un iceberg flottant. C'est une vraie île avec des montagnes, des vallées et des rivières. Depuis des millénaires, toute cette glace appuie sur la croûte terrestre comme un pouce géant enfoncé dans un seul meuble. La croûte n'est pas totalement rigide. Elle repose sur des roches profondes qui peuvent lentement se déformer au fil du temps. Le poids colossal de la glace a enfoncé des parties de la croûte du Groenland et certaines roches sous la glace se trouvent désormais sous le niveau de la mer. En gros, le poids de la glace a fait s'affaisser l'île un peu, mais aujourd'hui, l'île perd sa glace assez rapidement. Chaque année, des centaines de milliards de tonnes finissent dans l'océan. Quand on retire quelque chose de lourd du sol, la Terre commence à remonter vers sa position initiale. Le Groenland fonctionne de la même façon. À mesure que la glace fond, le sol en dessous commence à rebondir, comme un ressort qu'on l'a comprimé. Tout ce qui a une masse possède une gravité. Les planètes en ont, les lunes en ont, les gratte-ciel et les montagnes aussi. Votre maison en a, votre tasse de café aussi, même vous et moi. Mais c'est tellement infime que c'est quasiment impossible à mesurer. Pourtant, la gravité de Groenland, même si elle est faible, agit comme un aimant sur l'océan voisin. Elle attire l'eau droit vers ses côtes. Cette attraction est minuscule, mais elle fait quand même une différence. Alors, quand le Groenland commence à perdre de sa masse, son attraction gravitationnelle faiblit et l'eau reflue vers le large. Les scientifiques avaient déjà théorisé que le Groenland remonterait en perdant sa glace, mais de nouvelles recherches
montrent que ce rebond pourrait être plus rapide que prévu. Le secret pourrait être enfoui profondément sous terre. Des roches en profondeur pourraient aider à soulever le sol, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas d'un changement lent qui se produira dans des lustres. Certains littoraux pourraient continuer à s'élever tout au long de ce siècle, avec les plus grands changements probablement d'ici 2100. Dans certaines régions du Groenland, les scientifiques pensent que le sol pourrait monter de près d'1 mètre au cours des prochaines générations, ce qui est assez considérable quand on sait comment les choses bougent en termes géologiques. Une des raisons pour lesquelles le sud-est du Groenland se distingue, c'est son histoire géologique étrange. Il y a des millions d'années, cette partie de l'île est passée au-dessus du panache islandais, une remontée profonde de roches surchauffées. Cette chaleur ancienne aurait affaibli le manteau supérieur plus que la normale, ce qui pourrait expliquer pourquoi le soulèvement y est plus rapide que prévu. Sous toute cette glace, le Groenland recèle des secrets surprenants. Des scientifiques ont découvert un immense canyon enfoui sous la calotte glaciaire, long de 740 km, bien plus long que le Grand Canyon. Ce ravin est plongé dans l'obscurité totale sous la surface gelée, mais des rivières sous-glaciaires le traversent encore, acheminant l'eau de fonte vers l'océan Arctique. Des chercheurs ont même extrait des carottes de forage contenant d'anciens sols et des restes végétaux. Il s'avère qu'il y a des millions d'années, cette île gelée était en fait verte et couverte de végétation. La fonte des glaces fait même ressurgir une ville fantôme ultra secrète. Dans les années 60, l'armée a construit une base cachée alimentée par un réacteur nucléaire directement dans la calotte glaciaire. Le projet s'appelait Project Iceworm et visait à tester si des missiles nucléaires pouvaient être dissimulés sous la glace. Les scientifiques pensaient que la glace était stable, mais ces mouvements ont vite écrasé et déformé les tunnels, les forçant à tout arrêter. Ils pensaient que tout resterait enfoui pour toujours, mais aujourd'hui, à cause du recul du glacier, ces tunnels abandonnés et ces machines lourdes remontent lentement à la surface. La fonte des glaces déclenche aussi une autre réaction en chaîne fascinante. Déplacer des milliards de tonnes d'eau hors de l'île redistribue le poids à l'échelle du globe. Mais l'essentiel de cette masse se dirige vers l'équateur. Quand la Terre s'alourdit au niveau de sa ceinture, sa rotation ralentit. Ça fonctionne un peu comme un patineur qui écarte les bras en pleine pirouette. La planète entière met alors plus de temps à faire un tour complet. Oui, la fonte des glaces allonge réellement la durée d'une journée. La forme même de la planète change avec. La Terre est déjà légèrement bosselée, loin d'être une sphère parfaite. La masse colossale de la calotte du Groenland contribue à déformer la croûte. À mesure que la glace fond et que le sol rebondit, la géométrie du globe se modifie. Donc, non seulement ça rallonge les jours, mais ça peut littéralement déformer la planète. En surface, les conséquences deviennent très locales, très vite. Les villes du Groenland sont surtout construites le long de la côte, et beaucoup vivent de la pêche. Mais quand le sol s'élève, l'eau près du rivage devient moins profonde. Les ports s'envasent, les bateaux s'échouent, et les villes doivent draguer des chenaux juste pour maintenir les approvisionnements. Le littoral commence aussi à changer de forme. De nouveaux rochers et de petites îles peuvent apparaître, et des passages autrefois sûrs peuvent soudain devenir dangereux. Et la calotte glaciaire elle-même est tout sauf silencieuse. D'énormes glaciers émissaires comme Helheim continuent d'avancer vers l'océan en se fissurant et en grondant sur leur passage. Quand d'immenses blocs se détachent et s'écrasent dans la mer, l'impact peut être assez puissant pour déclencher des séismes glaciaires. Ces ondes de choc traversent la planète et des sismographes à des milliers de kilomètres peuvent les détecter. En même temps, l'eau de fonte peut s'infiltrer sous la glace et faire glisser tout le glacier plus vite, comme un objet lourd qui atterrit soudain sur un sol mouillé. Une fois que l'eau de fonte circule dans les fissures de la glace, elle peut affaiblir le glacier par-dessus et par-dessous en même temps. Ce paysage en mutation peut provoquer un chaos encore plus grand. En 2023, une partie d'une montagne dans l'est du Groenland s'est effondrée dans un fjord étroit, générant une vague d'environ 200 mètres de haut près du point d'impact. Les parois du fjord ont piégé l'eau, transformant l'endroit entier en un gigantesque bassin de remous. L'eau a ballotté d'avant en arrière si violemment que la planète entière a vibré pendant 9 jours d'affilée. Autre phénomène intéressant, la neige en surface compromet la glace en dessous. Quand les températures montent, de minuscules algues prolifèrent à tout va et colorent la neige en rose. Les habitants l'appellent la neige pastèque. Ça peut paraître mignon, mais c'est un vrai problème.
La neige bien blanche reflète très bien la lumière du soleil. Mais quand elle vire au rose, elle absorbe la chaleur comme un vêtement sombre en plein soleil, ce qui accélère énormément la fonte. La glace se couvre aussi de minuscules particules, comme la poussière, la suie et des microbes. Comme elles sont plus foncées que la glace propre, elles absorbent plus de lumière et creusent de petites cuvettes à la surface. Des millions de ces petites cuvettes peuvent transformer la surface solide en une sorte de gruyère gelée. Les scientifiques les appellent des trous de cryoconite. Ils se forment quand la poussière, la suie, les microbes et la matière organique s'agglomèrent en grains sombres qui absorbent la lumière, creusant d'étroits petits puits qui peuvent même abriter de minuscules écosystèmes microbiens à l'intérieur de la glace. Et c'est ce qui rend le Groenland si fascinant. Au départ, on dirait une anomalie physique. Une île qui perd sa glace devrait signifier plus d'eau et des mers plus hautes. Mais le Groenland ne suit pas une règle aussi simple. À mesure que la glace diminue, la Terre s'élève, l'océan voisin se redistribue et la roche profonde commence elle aussi à réagir. Ce qui ressemblait à une contradiction est en fait toute une réaction en chaîne, cachée à l'intérieur d'une seule île glacée. Il y a un lac au cœur de l'Asie qui contient 1/5 de toute l'eau douce liquide du monde. C'est plus que les 5 grands lacs réunis. Même si toutes les rivières de notre planète changeaient soudainement de direction et se donnaient pour mission de vider ce lac, elles mettraient une année entière pour achever le travail. Je parle du lac le plus profond du monde, le lac Baïkal. Si vous décidez de descendre jusqu'à son point le plus profond, préparez-vous à un voyage de plus de 1600 mètres. La descente prend plusieurs heures. Mais le fond du lac est encore plus profond, reposant par endroits sur plus de 6000 mètres de sédiments. Cela signifie qu'il pourrait être encore plus profond que la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond connu sur Terre. La quantité d'eau qu'il contient serait suffisante pour que tout le monde sur Terre ait assez à boire pendant 50 ans. Ce lac gigantesque renouvelle entièrement son eau tous les 383 ans. Le Baïkal dispose d'une excellente équipe d'affluents de plus de 300 rivières et ruisseaux qui lui apportent directement leurs eaux. Et une seule rivière sort du Baïkal, l'Angara, qui se dirige tout droit vers l'océan Arctique. Le Baïkal n'est pas seulement le lac d'eau douce le plus profond, c'est aussi le plus ancien sur Terre. Il s'est formé il y a au moins 25 millions d'années. Tout a commencé lorsque la croûte terrestre a décidé de jouer à Tetris, créant le lac et les montagnes environnantes. À une époque, le Baïkal n'était apparemment qu'un simple lit de fleuve, mais des tremblements de terre sont venus secouer la terre, et la distance entre les rives s'est agrandie. Le niveau de l'eau a augmenté en raison de la fonte des glaciers. Plusieurs lacs se sont alors formés pour finir par en créer un seul. Le Baïkal est l'un des 20 lacs du monde vieux de plus d'1 million d'années. Et comme il n'a pas été perturbé par les périodes glaciaires, c'est un terrain de recherche parfait pour les scientifiques. Ces sédiments prélevés en profondeur nous en apprennent beaucoup sur le climat de notre planète à différentes périodes. Puisque le Baïkal se trouve sur un rift continental, avec 2000 secousses sismiques par an, le lac s'approfondit et continue de grandir. Ses rives s'éloignent à peu près au même rythme que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Il pourrait donc tout à fait devenir un océan. Une autre chose que le Baïkal partage avec les océans, c'est que ses eaux sont riches en oxygène, même à ses profondeurs les plus extrêmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles la faune du lac est incroyablement diverse. Il abrite plus de 2500 espèces animales et 1000 variétés de plantes. Pour la moitié, ces espèces sont uniques et endémiques. Il y a des algues et aussi des poissons, l'eau moule et le coméphore. Quelques ours, élans et lynx vivent également sur ces rives. Ils apprécient sans doute le fait que les températures près du lac sont toujours plus élevées que dans le reste de la Sibérie, grâce à cette grande masse d'eau. La plupart des habitants du Baïkal préfèrent rester au fond des eaux, mais vous rencontrerez un courageux animal si vous décidez de passer par là. Voici le phoque du Baïkal, également connu sous le nom de Nerpa. C'est le seul vrai phoque d'eau douce au monde. Le Nerpa a un regard si doux qu'il a presque décroché le rôle du chapeauté dans Shrek. Un Nerpa en bottes, ça me plaît bien. Ses grands yeux lui permettent de chasser son poisson pélagique préféré.
D'autres types de phoques peuvent vivre dans l'eau douce et s'y reproduire, mais ces phoques-là sont les seuls à y passer toute leur vie. Mais attendez, comment les phoques, supposés être des créatures océaniques, ont-ils fini dans un lac, à des kilomètres et des kilomètres de la mer? Il y a environ 400 000 ans, pendant l'époque du Pléistocène, ces créatures aventureuses ont remonté le fleuve et les émissaires qui reliaient le Baïkal à l'océan Arctique. Le phoque annelé qui vit encore en Arctique est considéré comme l'ancêtre du phoque du Baïkal. Aujourd'hui, les phoques du Baïkal demeurent dans leur habitat d'eau douce en raison des changements géologiques. Et ils semblent être assez heureux là où ils sont, car ils ont le choix d'une grande variété d'aliments. Les phoques se rassemblent principalement dans les zones nord et centrales du lac, mais se déplacent vers le sud en hiver. Le lac est recouvert de glace, où ils se couchent pour se détendre. Tout comme leurs cousins océaniques utilisent les rochers ou la plage. Depuis au moins 1969, on voit apparaître de mystérieux anneaux de glace ici et là de manière aléatoire. À un moment, ils étaient si grands que les astronautes pouvaient même les voir depuis l'espace. Ces anneaux apparaissent généralement fin avril, mais peuvent être présents en janvier ou en mai. Les scientifiques n'arrivaient pas à percer le mystère de leur formation. Ils avaient toutes sortes de théories, la plus populaire reposant sur des bulles de méthane provenant des profondeurs. Mais à un moment, ils ont remarqué que certains des anneaux se trouvaient dans des eaux moins profondes, où il n'y a pas d'émission de gaz. Ainsi, une équipe internationale a décidé de résoudre ce mystère. Ils se sont rendus au lac Baïkal, ont percé des trous dans la glace et ont installé des capteurs dans l'eau. En 2016, au début de leurs recherches, ils ont entendu dire que 2 camionnettes étaient coincées dans ces mystérieux anneaux de glace. Une fois analysées les données des capteurs, il s'est avéré que derrière ces anneaux, il y avait des tourbillons chauds circulant dans le sens des aiguilles d'une montre sous la couche de glace. Les courants étaient moins intenses au centre des tourbillons, et la glace au-dessus était donc plus épaisse que sur les bords. Les eaux du lac sont tellement transparentes qu'on peut y plonger le regard à des profondeurs extrêmes, jusqu'à plus d'une 40aine de mètres sous la surface. C'est en raison des montagnes environnantes qui y déversent leur glace fondue. Le plancton du lac permet également de nettoyer les débris flottants. Lorsque cette eau cristalline gèle, elle forme une couche de glace épaisse et transparente. Le vent joue les sculpteurs sur le Baïkal et y crée des œuvres d'art uniques en leur genre. Il soulève l'eau qui gèle en des formes insolites, des bulles, des stalactites, des choses que l'on ne voit nulle part ailleurs. L'emplacement et la géographie du lac, ainsi que les cycles de dégel et de régel, créent les conditions parfaites pour cet atelier de sculpteur, et vous pouvez même voir des rochers qui semblent flotter. Le bas du rocher gèle à la surface de la glace. Ensuite, les vents forts érodent sa base, créant une sorte de joli socle pour le rocher. Si vous pensez que ces rochers flottants ont l'air étrange, que penserez-vous alors du monstre du Baïkal? Les bourriades de Sibérie ont une légende au sujet d'un dragon aquatique qui vivrait dans le lac. Le dragon est considéré comme la créature la plus puissante de la mythologie asiatique. On dit qu'il y aurait 4 dragons vivant dans les 4 mers, chacun responsable d'une des directions cardinales. Le Baïkal est la mer du Nord, dans cette histoire. L'image de ce dragon serait présente dans d'anciens pétroglyphes sur les falaises du Baïkal. Une lourde dalle de pierre, qui pourrait remonter jusqu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, représente un mystérieux monstre des eaux. Imaginez toutes les histoires contenues dans cette pierre, les vestiges d'une époque révolue, la grande énigme des falaises du Baïkal. La légende raconte qu'un guerrier local poursuivait le dragon. Il a finalement atteint l'île principale d'Olkhon. Il était prêt à affronter et à vaincre le dragon. Mais la bête s'est transformée en une belle femme, et ils se sont mariés. Voilà une étrange variante de l'histoire classique du dragon et de la dame à secourir. Les légendes locales décrivent ce dragon comme un énorme esturgeon avec un museau semblable à celui d'un alligator et un corps cuirassé. En réalité, ce monstre mythique n'est certainement que l'un des plus gros poissons vivants dans le lac. Les niveaux élevés d'oxygène contenus dans l'eau permettent à ces poissons de devenir très grands. Le grand esturgeon peut peser plus de 1000 kilos, vivre jusqu'à 50 ou 60 ans, et il ne cesse jamais de grandir.
Ce qui avait débuté comme un simple nettoyage visant à retirer de la boue au large des côtes indonésiennes, s'est transformé en la découverte de vestiges d'une masse terrestre engloutie datant de l'âge de glace. Les archéologues ont mis au jour plus de 6000 fragments fossiles, parmi lesquels des restes d'Homo erectus âgés de 140 000 ans. Cette trouvaille a forcé les scientifiques à repenser la manière dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant des années, l'on crut qu'Homo erectus sur l'île de Java vivait isolé, séparé du reste du monde. Or, ces fossiles bouleversèrent totalement cette conception. Java n'était alors pas une île, mais constituait une partie d'une vaste masse terrestre baptisée Sundaland. Ainsi, l'Asie du Sud-Est s'étendait comme si l'océan avait été vidé, reliant l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam en un unique et immense territoire. Les îles actuelles de Java, Sumatra, Bornéo et Bali étaient reliées par des réseaux fluviaux rappelant probablement l'Amazonie, par des forêts où circulaient d'imposants animaux et par des plaines côtières qui seraient plus tard submergées à mesure que les températures s'élevaient. Homo erectus ne se trouvait pas contraint. Il prospérait dans ce qui s'apparentait à un petit bonheur préhistorique. Ce paysage n'avait rien de ce que nous imaginons généralement de l'ère glaciaire, souvent perçu comme un désert gelé. Le niveau des mers chuta de plus de 120 mètres. Une partie considérable de l'eau s'étant figée en glacier. Lorsque ces volumes se retrouvèrent emprisonnés dans la glace, d'amples portions du plancher océanique émergèrent, comme de gigantesques pierres de gué. Les premiers hommes n'avaient plus besoin de bateaux. Ils pouvaient se rendre à pied de l'actuelle péninsule indochinoise jusqu'à des lieux qui sont aujourd'hui des îles, explorant et chassant des troupeaux à travers ces terres ouvertes, comme sur un gigantesque réseau autoroutier préhistorique. Cette vaste autoroute est essentielle, car elle réécrit totalement la compréhension des déplacements des premiers humains. Homo erectus disposait d'un continent entier à parcourir. Il suivait les fleuves, traversait les vallées et s'adaptait à des environnements variés, de la même façon que vous découvrez des raccourcis pour vous rendre au bureau ou trouver de nouvelles routes vers votre café préféré. Comme tout était interconnecté, les animaux circulaient aussi librement. Tigres, éléphants, bovins gigantesques et tortues de la taille de petites voitures. Les humains suivaient ces impressionnants animaux. Parmi les fossiles extraits du détroit de Madura, certaines preuves de ce comportement sont apparentes, comme des carapaces de tortues portant des traces de découpe et des os de bovidés fracturés. La présence de marques précises sur les os indique que quelqu'un prélevait délibérément la viande à l'aide d'outils qu'il avait façonnés lui-même. Quant aux os fendus, ils révèlent l'extraction de moelle, sorte de pâte protéinée préhistorique, riche en graisse et idéale pour obtenir les calories nécessaires à la survie. Ce niveau de planification et de savoir-faire surpassait ce que les chercheurs attendaient d'Homo erectus. Il rapproche cette espèce des comportements observés chez les premiers Homo sapiens ou les Denisoviens, montrant qu'ils ne se contentaient pas de subsister sur des restes, ils chassaient activement, transformaient leur nourriture et la partageaient, peut-être comme le font les humains modernes. Si vous les imaginez encore comme des hommes des cavernes lourdeaux et voûtés, oubliez cela. Ils étaient d'une vivacité remarquable. Les techniques qu'ils employaient pour transformer leur nourriture se rapprochent étrangement de celles d'autres hominidés, pas uniquement Homo erectus. Nous parlons là de l'homme de Flores, des Denisoviens et des premiers Homo sapiens. Cela suggère que ces groupes n'existaient maintenant peut-être pas seulement côte à côte, mais qu'ils ont pu interagir, échanger des idées, copier des méthodes, ou même se croiser et partager des territoires. Ainsi, l'Asie du Sud-Est ne se présente plus comme une série d'îles isolées, mais comme un écosystème humain foisonnant où différentes espèces se croisaient. Et voici l'aspect tragique, tout ce que nous connaissons de ce lieu, tout ce que les humains y ont construit, perdu et découvert, repose désormais sous les eaux. À la fin de l'ère glaciaire, les glaciers fondirent comme des cornets de glace sur un trottoir brûlant. Le niveau de la mer s'éleva, d'abord lentement, puis rapidement. Les rivières débordèrent, les côtes disparurent, et des paysages humains entiers furent engloutis par les vagues. Sundaland fut submergé sur des milliers d'années, et ses habitants durent y s'adapter ou se réfugier sur des terres plus élevées. Les archéologues tentent aujourd'hui d'interpréter les modes de vie de ces populations, ainsi que le nombre d'espèces humaines ayant foulé ce territoire. Chaque nouvel os ou artefact extrait du fond marin nous rapproche un peu plus de la réécriture complète de ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines anciennes. Cette découverte,
pourrait indiquer que l'Asie du Sud-Est eut autant d'importance pour l'évolution humaine que l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe. Sundaland ne représentait pas une simple péripétie secondaire, mais une véritable zone de rencontre, où l'humanité expérimentait, s'adaptait, apprenait et progressait. Des découvertes inattendues, comme celle survenue en Indonésie, continuent d'émerger à travers le monde, surprenant les scientifiques. En Chine, des agriculteurs espéraient récupérer des excréments de chauves-souris pour en faire des engrais naturels dans une étroite grotte calcaire. Ils tombèrent cependant sur des fragments d'os fossilisés, ressemblant étrangement à des parties d'un crâne humain. Ce crâne s'avéra extrêmement ancien, âgé d'environ 300 000 ans. Les chercheurs le baptisèrent, finalement, Maba 1. Découvert dès 1958, ce fossile suscita depuis lors de vives discussions quant à l'espèce humaine à laquelle il appartenait. Durant le Pléistocène moyen tardif, le monde s'apparentait à un véritable carrefour où déambulaient différentes espèces humaines anciennes. Ou, peut-être, Maba 1 provenait-il d'une espèce encore inconnue? Le principal problème résidait dans le fait que les chercheurs ne disposaient que d'une partie du crâne, ni mâchoire, ni autres os, comme tenter de résoudre un gigantesque puzzle avec la plupart des pièces manquantes. Pendant longtemps, on supposa qu'il pouvait s'agir d'un néandertalien. Mais l'emploi de la microtomographie, semblable à une supervision permettant d'examiner l'intérieur des fossiles sans les endommager, révéla d'étranges structures tubulaires reliant certaines zones de la boîte crânienne, structures quasi inexistantes chez les néandertaliens. L'agencement interne du crâne s'apparentait davantage à Homo erectus, une espèce humaine bien plus ancienne, sans pour autant correspondre parfaitement. La taille et la forme du crâne se rapprochaient des humains modernes et des néandertaliens, tout en présentant des caractéristiques inhabituelles pour Homo erectus. La région frontale était plus courte et le bregma, point de jonction de deux os crâniens, épaissi. Maba 1 portait également une curieuse dépression sur le front, comme un bleu figé dans le temps. Quelle qu'en fût la cause, chute, anémie ou autre, elle survint alors que la personne était vivante. L'absence de signes d'infection suggère que l'individu guérit et poursuivit sa vie après ce traumatisme. Ainsi, Maba 1 ne correspond parfaitement à aucune espèce connue, mais il présente des caractéristiques partagées avec plusieurs d'entre elles et dégage la même aura de fossiles mystérieux que d'autres découverts à travers l'Afrique. En 1976, la célèbre paléontologue Mary Leakey et son équipe mirent au jour un autre crâne humanoïde en Tanzanie. Ce crâne révélait des traits étonnamment proches de ceux d'Homo sapiens, bien qu'il fût extrêmement ancien. Les chercheurs considèrent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens représentants de notre espèce jamais identifiée, offrant ainsi la possibilité de répondre à l'une des questions majeures de la science. À quel moment précis Homo sapiens est-il apparu pour la première fois? La couche sédimentaire où ce crâne fut découvert remonte au Pléistocène moyen, soit bien plus tôt que ce que les anciens manuels affirmaient sur l'apparition de l'homme moderne. Il existe également le crâne découvert dans la mine de zinc de Broken Hill en Zambie. Les mineurs y tombèrent littéralement par hasard, accompagnés de quelques autres ossements. Les scientifiques le surnommèrent « homme de Rhodésie », et l'on crut d'abord qu'il constituait le chaînon manquant entre Homo erectus et Homo sapiens. Toutefois, grâce à des méthodes de datation plus précises et à de nouveaux outils de recherche, il fut établi qu'il avait environ 299 000 ans et appartenait très probablement à l'espèce Homo heidelbergensis. Chaque nouveau fossile agit comme une pièce manquante du puzzle dans la vaste et complexe histoire de l'évolution humaine. Chacun contribue à relier des espèces jadis considérées sans lien, à redessiner les arbres généalogiques et à réécrire des chapitres de notre passé dont nous ignorions même l'inexactitude. Retenez votre souffle. Nous descendons au fond de la mer. Que découvrons-nous ici? Une multitude de poissons, des poulpes, des récifs coralliens, des cercles parfaits d'origine inconnue, des crevettes, des raies, des requins. Attendez, quoi? Un instant. Que représentent ces cercles parfaits sur le fond marin? Incroyables, parfaitement symétriques, d'environ 20 mètres de diamètre, au contour net. 1, 2, 3, 10, 20. Ils sont innombrables. 1300 anneaux énigmatiques reposant au fond de la mer Méditerranée. Que viennent-ils y faire? Comment sont-ils apparus? Essayez d'imaginer. Des vestiges d'une civilisation extraterrestre? Les restes d'une cité antique? Une espèce marine jusqu'alors inconnue? Il y a 99% de chances que vous ne trouviez pas la bonne réponse. Toutefois,
un petit indice existe. Ces cercles entretiennent un lien avec l'âge de glace. Il semble que le mystère se soit encore épaissi. Mais découvrons ensemble la vérité. Ainsi, tout débuta en 2011. Des biologistes marins mirent au jour des cercles énigmatiques au fond de la mer Méditerranée. La première interrogation fut « Comment se fait-il que personne ne les ait remarqués auparavant, compte tenu de l'immense étendue qu'ils occupaient ?» La réalité, c'est que la majeure partie du fond méditerranéen est trop peu profonde et proche des côtes, et c'est pourquoi personne n'y pratique d'exploitation minière. Par ailleurs, d'autres zones sont trop profondes pour les plongeurs autonomes. De ce fait, ces cercles se situaient dans une sorte d'angle mort. Poursuivons. Les cercles présentent une taille à peu près identique, avec un contour parfaitement net et une symétrie impeccable. Toutefois, la particularité la plus étrange réside dans la présence d'une tache sombre en leur centre. Visuellement, cela évoque un œuf au plat avec son jaune au milieu. En 2013, des biologistes discutèrent de cette découverte lors d'une conférence scientifique et formulèrent des hypothèses sur la nature de ces cercles. Peut-être étaient-ils liés à des volcans sous-marins ayant laissé de telles marques après l'éruption. Peut-être s'agissait-il d'une formation géologique singulière. Mais pourquoi ces cercles sont-ils si parfaitement ronds? Rien ne suggère qu'ils soient apparus par hasard. Poursuivons. Serait-il possible qu'il s'agisse d'algues coralliennes adoptant des formes insolites? Vous pouvez émettre toutes les conjectures que vous souhaitez, mais les scientifiques devaient descendre au fond et examiner les anneaux de près. Et c'est ce qu'ils firent. Ils constatèrent qu'au centre se trouvait une grande protubérance formée par des algues calcaires rouges. Cette corniche mesurait plusieurs mètres de hauteur et de largeur, avec des excroissances en forme d'éventail qui se balançaient à son sommet. La corniche était entourée d'une sorte d'éboulis pâle. L'anneau noir lui-même se composait de rhodolite, des accumulations d'algues dures et rocheuses. Les chercheurs comprirent alors que ce n'était pas de simples cercles. Ils semblaient vivants. D'autres questions émergèrent alors. Supposons qu'il s'agisse d'algues inhabituelles. Mais pourquoi former de tels cercles? Qu'est-ce qui leur a donné cette forme? Les chercheurs prélevèrent des échantillons du matériau situé au centre des cercles et découvrirent qu'ils dataient d'environ 21 000 ans. À cette époque, des événements d'une ampleur considérable modifièrent l'apparence de la Terre et influencèrent le destin de toutes les créatures qui l'habitaient. Il y a 21 000 ans, c'était le pic de la dernière ère glaciaire. La mer Méditerranée était bien plus petite et plus froide qu'aujourd'hui. Le fond marin sur lequel apparaissaient les mystérieux cercles se situait alors plus près de la surface. Aujourd'hui, il règne l'obscurité, mais à cette époque, cet endroit était baigné par la lumière du soleil traversant l'eau. Les scientifiques découvrirent également plusieurs grottes comportant des strates de roches sédimentaires près des cercles. Autrefois, ces cavités se trouvaient au-dessus du littoral et étaient frappées par les vagues, ce qui provoquait l'érosion et la formation de ces espaces vides. Désormais, elles sont totalement immergées. Que pouvons-nous en déduire? Pendant l'âge de glace, la mer froide n'était pas très profonde. Et ensuite, les scientifiques identifièrent la nature des étranges corniches situées au centre des anneaux. À première vue, elles ressemblaient à des coraux. Mais il s'agissait en réalité de sédiments produits par des algues corallinacées. Ces organismes photosynthétiques construisaient un squelette de carbonate de calcium. Ils se développaient à cet endroit car il offrait chaleur et exposition à la lumière du soleil. Au début, ces algues prospéraient. Elles s'étendaient en formant des structures proches de dômes ou de larges crêpes. Puis, l'ère glaciaire commença à décliner. La température augmenta progressivement, les glaciers continentaux massifs fondirent, et d'immenses quantités d'eau issues de la fonte s'écoulèrent dans la mer Méditerranée. Son niveau s'éleva, le fond devint plus profond, et la lumière se fit de plus en plus rare. Les splendides algues sombrèrent lentement dans l'obscurité. Leurs dômes s'effondrèrent, laissant ces petites corniches centrales et des fragments de carbonate de calcium épars. Pendant des millénaires, aucun organisme n'occupa les alentours de ces vestiges. Mais d'où proviennent les grands cercles? Après la fonte des glaciers, le niveau de la mer Méditerranée se stabilisa il y a environ 8000 ans. Les algues développèrent de nouvelles couches, sous forme de petites corniches, ces poussées en éventail qui se balançaient. L'organisme commença à envelopper les fragments de carbonate de calcium, puis de petits morceaux dévalèrent les corniches. Ils roulèrent dans diverses directions, formant ainsi ces cercles parfaits. Pour l'instant, cette explication paraît la plus réaliste. Les chercheurs reconnaissent ne disposer d'aucune preuve directe confirmant que les cercles sont apparus ainsi.
Mais rien ne permet non plus de considérer cette hypothèse comme erronée. Si vous espériez que ces cercles avaient été délibérément tracés par quelqu'un ou quelque chose, ne vous méprenez pas. D'autres cercles mystérieux existent au fond de la mer, mais ceux-ci ont été créés à des fins précises par une créature exceptionnelle. En 1995, des plongeurs observèrent de magnifiques cercles aux motifs géométriques directement sur le fond sablonneux au large du Japon. On aurait dit qu'ils avaient été dessinés sur le sable. Ces cercles n'étaient pas anciens, car l'eau aurait effacé les motifs. Effectivement, ces dessins furent rapidement effacés, mais d'autres apparurent ensuite. Personne ne comprenait ce qui se passait. Quelqu'un prenait-il plaisir à taquiner les plongeurs? Mais la réalité s'avéra bien plus fascinante. Ces motifs servaient à séduire les femelles. Et ce quelqu'un n'était autre qu'un petit poisson-ballon à taches blanches. Les mâles de cette espèce agitent leurs nageoires sur le fond, nagent dans différentes directions et créent ainsi d'impressionnants cercles aux motifs complexes. Ils n'ont aucune instruction artistique et ne raisonnent probablement pas de manière abstraite. Mais leur objectif est bien de fonder une famille. Ces poissons mesurent environ 12 cm. Tandis que leurs œuvres atteignent environ 2 mètres de diamètre. Ces petits artistes font de leur mieux. Mais que se passe-t-il ensuite? La femelle s'approche, observe le motif et rend son verdict. Si elle apprécie le dessin, elle est prête à fonder une famille. Dans le cas contraire, elle s'éloigne prestement, laissant le pauvre poisson-ballon le cœur brisé. Les dessins demeurent mystérieux. Les scientifiques ne peuvent pénétrer le cerveau du poisson pour obtenir des réponses. Tout ce que nous pouvons faire, c'est observer. Lors de longues sessions d'observation, les chercheurs remarquèrent des détails curieux. Autour du centre, des espaces et motifs parfaitement alignés. Le poisson ne se contente pas de tracer des contours sur le fond, il les décore également avec des fragments de coquillages. Autrement dit, le mâle s'applique avec soin, tel un artiste travaillant sur sa toile. Ce chef-d'œuvre prend forme en 7 à 9 jours, avant que les courants ne l'effacent. Si la femelle n'approuve pas, le poisson doit tout reconstruire. Mais si la femelle choisit le mâle, ils forment alors un couple. La femelle pond ses œufs au centre des cercles, puis nage au loin, tandis que le mâle veille sur eux pendant 6 jours pour les protéger et prendre soin de la progéniture. Le comportement de ces poissons rappelle celui des oiseaux jardiniers, des volatiles qui construisent de petites huttes avec brindilles et feuilles qu'ils décorent de baies et de fleurs colorées. Et tout cela dans le seul but d'attirer une partenaire et de s'assurer une descendance. C'est comme si l'archéologie s'était récemment éveillée, avec l'ambition soudaine d'enflammer l'actualité par des révélations capables de transformer notre vision du passé. De la découverte de fossiles de dinosaures en Iowa, à la traduction de mauvais présages gravés sur des tablettes babyloniennes, l'histoire révèle plus de secrets qu'elle ne l'a jamais fait. Lorsque le Vésuve entra en éruption en 79 de notre ère, il figea la cité dans le temps. Certaines des découvertes les plus marquantes furent profondément émouvantes, comme cette femme parée d'un bracelet d'or, tenant un enfant dans ses bras, ou ses 2 sœurs étreintes par la peur. C'était du moins l'interprétation des scientifiques. En 2024, des analyses ADN de pointe ont remis en cause ces lectures anciennes. La mère de la maison du bracelet en or s'est avérée être un homme arborant un bracelet de 30 carats. Quant à l'enfant, il n'existait aucun lien de parenté entre eux. Et les 2 sœurs? L'une était en réalité un homme, l'autre reste une énigme. Certains pensent à un couple, mais la vérité demeure enfouie dans les méandres du temps. En parlant de réécrire l'histoire, une autre découverte bouleversante nous vient de la Babylone antique. Des archéologues ont récemment déchiffré des textes vieux de 4000 ans qui se sont révélés porteurs d'annonces particulièrement funestes. Ces textes, que l'on pense originaires de Sippar, ville proche de l'Euphrate dans l'actuel Irak, évoquent les éclipses lunaires, ces moments où l'ombre de la Terre obscurcit la Lune, que les Babyloniens considéraient comme de mauvais présages. Une éclipse pouvait annoncer des fléaux, des pénuries, voire l'effondrement du royaume. Mais l'aspect le plus surprenant est que les Babyloniens avaient mis au point des stratégies pour contrer ces mauvais augures. Ils convoquèrent des prêtres pour accomplir des rituels, ou consultèrent des oracles pour obtenir conseil. Ces anciens astrologues prenaient leur fonction très au sérieux. Il ne s'agissait pas seulement d'observer les astres, mais bien de protéger le royaume. Auguste, premier empereur de Rome, n'était sûrement pas un personnage anodin.
Les archéologues avaient déjà mis au jour les vestiges de ces luxueuses villas, lieux de fête et de pouvoir. Mais ils pensent désormais avoir localisé l'endroit où il aurait été inhumé. Aux abords de Naples, une structure ancienne a été découverte sous les fondations d'une villa. On y a trouvé un dispositif similaire à un système de chauffage moderne, sans doute destiné à alimenter des thermes. Des rayons entiers d'amphores suggèrent que l'endroit aurait été reconverti en lieu de culte. Bien que la nature exacte des lieux demeure incertaine, s'il s'agissait de la dernière demeure d'Auguste, l'impact sur notre compréhension de l'histoire serait majeur. Tandis que la Rome antique continue de livrer ses secrets, les fameuses lignes de Nazca au Pérou dévoilent elles aussi des aspects ignorés. Ces géoglyphes monumentaux, façonnés il y a plusieurs millénaires, n'avaient été explorés qu'en partie. Jusqu'à maintenant. Des chercheurs ont entraîné une intelligence artificielle pour analyser 630 km² de terrain. Grâce à cet outil, ils ont identifié plus de 300 nouveaux dessins, incluant des lamas, des silhouettes humaines et des visages étranges. L'algorithme, initialement conçu pour décrypter des manuscrits calcinés du Vésuve, a permis de doubler le nombre de motifs connus. L'histoire ancienne entre ainsi dans l'ère numérique. En Bulgarie, des archéologues ont fait une trouvaille inattendue dans un lieu peu propice à l'émerveillement, un égout. En 2024, les chercheurs ont exhumé une statue en marbre de 2 mètres de haut représentant Hermès, le dieu grec des voyageurs et du commerce, parfaitement conservée sous plusieurs couches de terre. Selon les experts, la statue aurait été dissimulée après un tremblement de terre survenu en 388 après Jésus-Christ, qui avait gravement endommagé la ville. En cette période, le paganisme reculait tandis que le christianisme s'imposait comme religion officielle de l'Empire romain. Nombre d'idoles furent détruites. Mais il semble que certains habitants aient choisi de préserver leurs dieux en les cachant sous terre. Explorer le lit de la Tamise s'apparente à fouiller sous votre lit, mais en nettement pire. Ce fond boueux regorge d'objets abandonnés, parmi lesquels une police de caractère légendaire. Au début du XXe siècle, 2 hommes inventèrent la police de caractère Dove, destinée à l'impression d'ouvrages raffinés. Mais à la suite d'un conflit violent, l'un des créateurs jeta l'ensemble des caractères métalliques dans le fleuve. Un siècle plus tard, en 2014, un designer désireux de ressusciter cette typographie se lança dans une quête. Et, en 20 minutes à peine, il retrouva les premières lettres. Grâce à l'intervention de plongeurs, d'autres furent récupérés. Certains de ces caractères ressuscités sont désormais visibles dans un musée. Il ne se passe pas grand-chose dans l'Iowa, ce qui explique pourquoi la découverte d'un squelette de mastodonte vieux de 13 000 ans a fait sensation. En 2022, un chercheur a reçu la photo d'un fémur géant, probablement issu d'un animal préhistorique. Il a fallu 2 années entières pour réunir les fonds nécessaires à l'excavation. Mais en 2024, les archéologues ont enfin pu commencer les fouilles. En 12 jours, ils ont exhumé un crâne de mastodonte remarquablement bien conservé. Une première pour un État du Midwest. Voilà une découverte qui aurait de quoi rendre jaloux Indiana Jones. Et pour cause, elle a eu lieu à Petra, l'ancienne cité jordanienne visible dans l'un des films. Sous le trésor de Petra, les archéologues ont mis au jour une chambre vieille de 2000 ans contenant au moins 12 squelettes ainsi que des objets en bronze et en fer. Construite par les Nabatéens, cette pièce offre de nouvelles perspectives sur leur rituel funéraire encore très mal connu. L'un des éléments les plus étonnants, un calice en céramique que l'un des squelettes serrait dans ses mains. Au Pérou, les archéologues ont fait une découverte qui bouleverse les manuels d'histoire. Une souveraine précolombienne. Sur le site vieux de 16 siècles de Pañamarca, les scientifiques ont mis au jour une salle du trône ornée de fresques éclatantes. On y voit des femmes en train de filer ou de tisser, des hommes portant la couronne, et même une femme couronnée en train de s'adresser à un homme oiseau. Cette découverte laisse penser que les femmes moches n'étaient pas que des figures religieuses, mais qu'elles détenaient également un véritable pouvoir politique. Les micro-maisons sont un concept très actuel, mais les archéologues pensent en avoir trouvé une version antique à Pompéi. Contrairement aux demeures romaines traditionnelles, avec leur vaste atrium destiné à recevoir, celles-ci n'en possédaient pas. En revanche, elles regorgeaient d'œuvres d'art. À l'intérieur, on a découvert un autel décoré de peintures représentant rapaces, moineaux, serpents et plantes.
L'hôtel abritait aussi des objets rituels comme une lampe et un brûleur d'encens, ce dernier contenant encore des résidus d'herbes parfumées. En 2021, des chercheurs explorant le fond de la mer Baltique ont découvert un mur de pierre gigantesque dissimulé sous l'eau. Long de 2,5 km, le Blinker Wall pourrait bien être la plus ancienne construction humaine d'Europe. Situé à 20 mètres de profondeur, il se compose de quelques 1400 petites pierres. Agencé entre 300 énormes blocs rocheux pesant jusqu'à 142 tonnes. Daté de plus de 10 000 ans, le Blinker Wall est plus ancien que Stonehenge ou les pierres de Karnak. Il aurait été bâti à une époque où la zone n'était pas encore submergée. Les scientifiques pensent qu'il servait à la chasse aux rennes, en guidant les animaux vers un lac où ils pouvaient être capturés. Ah, et puis il y a cette dalle de granit découverte dans la région d'Abydos, en Égypte. On pensait d'abord qu'elle appartenait à 2 dignitaires influents de l'Égypte antique, mais de récentes recherches ont révélé qu'il s'agissait en fait d'un fragment du sarcophage du pharaon Ramsès II, l'un des pharaons égyptiens les plus renommés. Un chercheur a identifié sur cette dalle une gravure précieuse, mentionnant le nom de Ramsès II. Ce grand roi a gouverné l'Égypte il y a plusieurs millénaires. Et après sa mort, son tombeau a été pillé, entraînant plusieurs déplacements de sa dépouille et de ses objets funéraires. Cette découverte indique que certains biens de Ramsès sont resservis après le saccage de sa sépulture. Elle illustre aussi le fait que les tombes de l'Égypte antique faisaient souvent l'objet de pillages, les objets précieux qu'elles contenaient étant ensuite remis à profit. Tout récemment, un événement inattendu a eu lieu lors d'une fouille menée à Norton Disney, en Angleterre. Alors qu'un bénévole du club local d'histoire et d'archéologie recherchait des pièces anciennes et des broches, il a mis au jour un étrange dodécaèdre romain. Ce petit objet creux, composé d'un alliage de cuivre et présentant 12 faces pentagonales, était enfoui depuis 1700 ans, mais son état de conservation était étonnant. Plus de 30 spécimens similaires ont été retrouvés au Royaume-Uni, sans que personne ne sache avec certitude à quoi ils servaient. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'outils de mesure ou de calendrier, tandis que d'autres y voient des objets rituels. Le groupe de Norton Disney estime pour sa part que ces dodécaèdres étaient probablement des symboles liés à des cérémonies religieuses, car la plupart ne présentent aucun signe d'usure lié à un usage quotidien. Il y a presque 140 ans, des pêcheurs ont sorti du lac Michigan les fragments d'un navire. Où était le reste ? À compter de ce moment, des passionnés ont consacré des années entières à traquer ce mystérieux bateau fantôme. Dans les années 70, la quête a pris un tournant plus sérieux, une récompense de 1 000 $ étant promise à quiconque parviendrait à le localiser. Pourtant, aucun indice. Le navire semblait s'être évaporé, jusqu'à aujourd'hui. Des chercheurs ont finalement repéré l'épave au large de Bailey's Harbor, dans le Wisconsin. Ce navire, nommé F.J. King, s'était volatilisé en 1886. À cette époque, ce bâtiment de 44 mètres de long assurait une mission essentielle, le transport de grains. Vous pourriez vous interroger, du grain vraiment, c'est tout ? Eh bien certes, ce n'était pas un trésor scintillant, regorgeant d'or et de pierreries, mais il faut apprécier la situation dans son ensemble. À cette époque, le Wisconsin était connu comme le grenier à blé de l'Amérique. L'État produisait d'énormes quantités de nourriture, notamment du blé, environ 1/6 de la production nationale. L'agriculture était en plein essor, ce qui représentait bien sûr beaucoup d'argent. Le F.J. King appartenait à cette période dorée. Pendant près de 19 ans, le navire avait convoyé et échangé du grain et du minerai de fer à travers le canal Welland. Puis, arriva le 15 septembre 1886. Ce jour-là, l'équipage était occupé à acheminer du minerai de fer du Michigan jusqu'à Chicago. Ce ne devait être qu'un autre voyage de routine, mais ils furent pris dans une violente tempête. Les conditions étaient brutales, avec des vagues atteignant près de 3 mètres de haut. L'équipage lutta désespérément pour écoper l'eau et maintenir le navire à flot, mais les vagues étaient trop fortes. Elles continuaient de s'abattre, l'une après l'autre. Les hommes se battirent sans relâche jusqu'à l'épuisement. Les vagues disloquaient peu à peu la coque du bateau. À ce stade, la catastrophe était inévitable. Le capitaine William Griffin donna alors l'ordre : abandonner le navire. Les hommes n'avaient d'autre choix que de partir.
Ils saisirent leurs affaires aussi vite qu'ils le purent et montèrent dans le petit canot du navire. Il était 2 heures du matin et tout autour d'eux baignait dans l'obscurité. En tentant de se rapprocher du rivage, le FG King sombra proue en avant. Puis, soudain, boum! L'équipage regarda avec stupéfaction le pont arrière exploser, projetant les papiers du capitaine à 15 mètres dans les airs. Ils restèrent dans le canot, jusqu'à être secourus par une goélette de passage, la petite, qui les conduisit à Bailey's Harbor. Peu après, le capitaine Griffin déposa un rapport de naufrage. C'est alors que débuta le véritable mystère. Dans son rapport, le capitaine indiqua que le navire avait coulé à environ 8 km des côtes du lac Michigan. Mais ce n'était que son estimation. Elle ne reposait sur aucun instrument ni relevé précis, seulement sur ce dont il se souvenait cette nuit-là. Une semaine plus tard, cependant, un gardien de phare aperçut les mâts d'une goélette dépassant de l'eau, bien plus près du rivage. Il en informa un journal local, et c'est à ce moment que les questions commencèrent à se multiplier. Pourrait-il s'agir du FG King, même avec cette piste solide? Personne ne parvint à retrouver le navire. Les jours passèrent, puis les mois, puis les années, jusqu'en 2025. C'est alors qu'un enquêteur nommé Brandon Bayod décida qu'il fallait agir. Il rassembla une équipe d'une vingtaine de scientifiques et d'historiens pour enfin localiser cette épave d'antan. Ils examinèrent des centaines de documents originaux sur le navire et le jour de sa perte, reconstituant des indices et restreignant la zone où il pouvait se trouver. Beaucoup d'experts disaient « laissez tomber ». Et il est vrai qu'ils avaient toutes les raisons d'être découragés. Cette région avait déjà été sondée maintes et maintes fois, et le navire semblait toujours introuvable. Mais Bayod ne se laissa pas décourager. Il savait que c'était un pari risqué. Mais rechercher ce vaisseau fantôme présentait d'autres avantages. Son équipe voulait acquérir une expérience de première main au moyen d'un sonar tout neuf et extrêmement performant. Avec cela en tête, ils se lancèrent dans leur mission et se rendirent au lac Michigan le 28 juin. Très bien. Mais par où commencer? Tout d'abord, Bayod devait clarifier un certain point. À l'époque du naufrage, qui avait vraiment vu juste quant à l'emplacement du navire, le capitaine ou le gardien du phare? Obtenir cette réponse les orienterait dans la bonne direction. Ensuite, Bayod pensa à quelque chose que vous avez peut-être déjà envisagé. Comment le capitaine pouvait-il réellement savoir où il se trouvait? Il faisait noir comme dans un four. Il venait de lutter pour maintenir son navire à flot. Il voyait peu, il était épuisé et probablement affamé. Ses pensées n'étaient certainement pas claires. L'enquêteur comprit alors que les indications du gardien de phare étaient sans doute plus fiables. Heureusement, il retrouva l'article de journal de 1886, celui où le gardien précisait l'endroit où il avait aperçu les mâts pour la dernière fois. Bayod traça ensuite une grille de 5 km² autour de cette localisation. Puis, l'équipe décida de cartographier le fond du lac à l'intérieur de cette zone en utilisant leur technologie de pointe. Ainsi, ils se trouvaient à bord du Shoreline, un bateau de tourisme qui transporte normalement des visiteurs le long de la péninsule. Ce jour-là, ils ne s'attendaient pas vraiment à découvrir quoi que ce soit. Leur unique objectif était de tester le nouveau sonar à balayage latéral, bien plus performant que le modèle précédent utilisé par l'équipe. Mais, après environ 2 heures de recherche, un phénomène étrange se produisit. Le sonar, qui émettait des ondes pour cartographier le sombre fond du lac Michigan, commença à se comporter différemment. Lorsque les images commencèrent à se former, elles révélèrent une forme impossible à méprendre. Un navire. Bingo, il l'avait trouvé. L'épave se situait à moins d'1 kilomètre de l'endroit indiqué par le gardien du phare. À ce stade, certains membres de l'équipe durent se pincer pour y croire. Ils étaient stupéfaits, non seulement d'avoir retrouvé le navire si rapidement, mais aussi par son remarquable état de conservation. Les enquêteurs avaient certes de l'espoir, mais ils pensaient que le navire aurait été réduit en morceaux. Après tout, il transportait du minerai de fer, et le poids de tout ce métal aurait pu le briser davantage. Mais non, à la surprise générale, la coque était presque entièrement intacte. Certes, le côté avant droit était écrasé, mais le reste demeurait pratiquement intact. Les enquêteurs découvrirent même les effets personnels de l'équipage et des ustensiles de cuisine éparpillés au fond du lac. Une fois le choc surmonté, ils firent appel à des archéologues pour examiner le site et réaliser un modèle tridimensionnel de l'épave. Il s'agit du 5e naufrage majeur que Bayod et son équipe ont élucidé au cours des 3 dernières années. Mais la vérité est que cette région recèle encore de nombreux mystères à révéler. Le FG King
n'est qu'un des quelques 6000 navires endommagés ou détruits dans des incidents survenus dans les Grands Lacs au cours du 19e siècle. On estime que des centaines de ces épaves restent encore cachées au fond des lacs supérieurs, Michigan, Huron, Erie et Ontario. Heureusement, des découvertes comme celle-ci risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, on retrouve plus d'épaves qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. Les progrès technologiques ont rendu l'exploration du fond des lacs à la fois moins coûteuse et plus accessible, non seulement pour les professionnels, mais également pour les passionnés amateurs. De plus, le profil de ces chasseurs d'épaves modernes a évolué. Ils recherchent désormais les navires surtout pour leur valeur historique, plutôt que pour y dénicher un trésor. Un autre projet susceptible de révéler encore davantage d'épaves dans les Grands Lacs se nomme LakePed 2030. Il pourrait tout changer, puisqu'il vise à cartographier intégralement le fond des lacs. Or, à l'heure actuelle, seulement 15% environ ont été explorés. Cela signifie que les Grands Lacs conservent probablement encore leurs plus grands secrets. Et rien que cela reste particulièrement enthousiasmant.